Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Women Deliver, une série que nous avons démarrée à travers une académie, l'Académie de plaidoyer. Donc, série qui consiste à renforcer les compétences et pratiques de plaidoyer pour faire avancer les droits et la santé des filles et des femmes. Donc, comme vous le voyez, c'est une formation interactive en ligne sur le plaidoyer. Beaucoup d'entre vous qui se sont inscrits, nous nous connaissons déjà. Je m'appelle Mathidia, et je serai votre modératrice pour aujourd'hui. Donc, dans cette série de webinaires, aujourd'hui, c'est le premier. Il y en a trois, dans trois versions différentes, versions linguistiques différentes, en anglais, en français et en espagnol. Le webinaire en anglais a eu lieu la semaine passée. Et aujourd'hui, nous avons en français et en espagnol. Et au mois de mai, nous allons également tenir d'autres webinaires sur les coalitions transformatrices. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas encore Women Deliver, c'est l'un des principaux défenseurs de la cause mondiale, en tout cas, qui milite pour l'égalité des sexes, la santé, les droits des filles et des femmes, qui travaille énormément sur les questions de genre. Il y a également une conférence qui est en train de se préparer, qui est un des plus grands rassemblements de défenseurs des femmes et des filles dans le monde. Cette année, la conférence va se passer à Vancouver, en Colombie-Britannique, au mois de juin. Et c'est une conférence qui réunit à peu près 7000 personnes dans le monde entier. Donc, l'Académie de plaidoyer que j'aimerais présenter est une nouvelle composante des efforts de Women Deliver. Nous avons trois parties dans cette académie de plaidoyer, qui est une formation de plaidoyer en ligne, dont celle-ci, pour ceux qui ne se sont pas, qui sont inscrits pour assister à la conférence, mais également pour d'autres qui ne pourront pas assister à la conférence. Il y a ce webinaire. Le premier est sur la redevabilité sociale et l'engagement communautaire, et l'autre sera sur comment travailler en coalition pour pousser le plaidoyer. Donc, cet atelier-là va être présenté par trois personnes, trois intervenants. Nous avons Mariam Cissé, qui est chargée de recherche chez Wati, qui est un think tank citoyen basé à Dakar, mais qui couvre l'Afrique de l'Ouest. Nous avons Monsieur Aruna Ouedraogo, qui est directeur des programmes de SOS Jeunesse et Défis au Burkina Faso. Et enfin, nous aurons Monsieur Amadou Kanouté, qui est directeur exécutif de Psychodev Afrique, également basé au Sénégal. Donc, dans ce webinaire, nous allons discuter de la manière dont l'engagement communautaire constructif et une redevabilité citoyenne peuvent être des outils puissants pour pousser des progrès, pour pousser le plaidoyer au plus haut niveau, plaidoyer fondé sur des droits et l'inclusivité. Donc, je vais sans plus tarder passer la parole à Mariam, qui pourra nous parler du projet que Wati a mené. Projet de Wati que Wati a mené lors des élections présidentielles au Sénégal. Donc, Mariam nous expliquera comment Wati a tiré parti des élections sénégalaises pour placer l'inégalité de genre, la discrimination à l'égard des femmes et des filles au cœur du débat électoral, en rassemblant et en diffusant des vidéos de femmes de différents contextes socioprofessionnels, en favorisant ainsi le dialogue entre les hommes et les femmes, ce qui a conduit les candidats aux élections à intégrer des réformes politiques visant à améliorer le bien-être des filles et des femmes et à réduire les inégalités de genre dans leur programme. Mariam, oui, à vous. Bonjour Mathie, merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous les participants. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Wati, Wati est un think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest, comme Mathie l'a si bien dit. Citoyen parce que nous privilégions la réflexion et l'engagement citoyen dans les différentes activités que nous menons. Alors, nous avons eu à travailler sur un projet intitulé Sénégal 2019, le bien-être des femmes et des filles au cœur du débat électoral. Ce que nous avons voulu faire avec ce projet-là, c'est de donner la voix aux femmes pour qu'elles puissent parler de la discrimination
et des violences qu'elles vivent au quotidien, les problèmes sociaux et de leur rôle dans le développement. Alors, il s'agissait juste pour nous de donner la voix aux femmes pour qu'elles puissent elles-mêmes parler aux candidats, mais pas seulement aux candidats, à toute la société pour leur dire exactement quelle était la situation dans laquelle elles vivaient. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de placer la question de l'amélioration du bien-être des femmes et des filles et de leur prise de parole au cœur du débat public à l'occasion de l'élection présidentielle du 24 février 2019 qui est passée. Parce que nous considérons chez Wati que les rendez-vous électoraux sont des moments qui sont privilégiés de débat public pour toutes les questions fondamentales pour l'avenir de chaque pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce que nous avons voulu faire avec ce projet-là, Mati, tu peux passer au slide, s'il te plaît. Voilà, parfait. Le premier, s'il te plaît. Voilà. Voilà, pourquoi nous avons choisi de faire ce projet-là, c'était juste pour garantir les droits et la santé des femmes, que ces questions-là soient placées au cœur du débat dans les programmes politiques des candidats à l'élection présidentielle. Et l'objectif, c'était de susciter un débat public sur les discriminations à l'égard des filles et des femmes et sur les difficultés spécifiques qui les affectent au quotidien sur la base de faits. Tous les candidats à la fonction présidentielle sont informés sur ces difficultés que ces femmes vivent là et sont amenés à prendre des mesures concrètes qui devaient se refléter dans le programme pour permettre aux femmes et aux jeunes filles de sortir des difficultés dans lesquelles elles étaient. La démarche que nous avons adoptée, c'était celle de faire une large information sur ces situations-là à partir d'analyses et de faits qui étaient tirés des documents qui sont à notre disposition, des documents d'études, de rapports de différentes organisations, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou même internationale, qui nous permettaient d'avoir des données factuelles sur la situation que vivaient les femmes et les filles au Sénégal. Nous avons aussi fait des entretiens de terrain. C'est la partie qui a été la partie la plus intéressante du projet parce que nous sommes allés vers les femmes provenant de différentes catégories socio-professionnelles, que ce soit des femmes qui sont considérées comme étant expertes dans les questions d'inégalité de genre, des étudiantes, des élèves du secondaire, des femmes au foyer, des femmes qui ont un certain niveau d'études et des femmes qui ont un niveau d'études assez faible. C'était pour recueillir leurs avis et perceptions par rapport à cette situation-là et pour avoir une certaine diversité dans les manifestations des inégalités de genre au Sénégal. Je peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Les résultats que nous avons eu à atteindre dans la mise en œuvre du projet, c'est qu'on a eu une meilleure prise en compte par la population des contraintes spécifiques à l'épanouissement des filles et des femmes. Et des idées ont été aussi proposées venant de ces populations-là et des femmes elles-mêmes pour pouvoir lever ces barrières à leur épanouissement. Cela s'est manifesté d'une manière plus concrète parce que les classes moyennes et supérieures urbaines du Sénégal, et même ceux qui sont du milieu rural, ont eu un accès important à l'information en ce qui concerne les conséquences néfastes qui découlent des violences ou bien des inégalités que vivent les femmes et les filles au Sénégal. Donc, ce sont eux-mêmes qui se sont saisis de la question et qui ont non seulement donné leurs propositions, mais ont fait de telle sorte que ces propositions-là puissent arriver soit aux candidats ou bien à leurs représentants, pour qu'eux aussi, à leur niveau, ils puissent se saisir de la question et intégrer ces aspects-là dans leurs différents programmes. Comme on peut le voir, les décideurs politiques, avec ces informations-là dont ils ont disposé, ont pu, dans leur programme, intégrer des réformes et des promesses d'action politique visant à améliorer le bien-être des filles et des femmes et à réduire les inégalités de genre. Slide suivant, s'il te plaît. Comme vous pouvez le voir ici, on a
différentes propositions des candidats, quelques propositions des candidats dans le programme pour prendre en compte les inégalités de genre que vivent les filles et les femmes au Sénégal. Là, on a un candidat qui avait proposé de faire un gouvernement paritaire, restructurer et centraliser les dispositifs, un autre qui propose de lutter contre les délits et crimes sexuels, construire des infrastructures. Donc, comme vous pouvez le voir, on a fait ce travail-là de répertorier les différents programmes des candidats pour montrer dans chaque élément ou bien dans chaque domaine ce que ce candidat-là proposait pour les femmes. Malheureusement, je ne sais pas, celui qui proposait le plus pour les femmes n'est pas celui qui a gagné les élections, malgré le poids électoral important que constituent les femmes, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, juste pour vous dire que ce travail de répertoriat, ce travail de recensement a été fait pour voir exactement qui proposait quoi par rapport à la situation spécifique des femmes. Slide suivant, s'il te plaît. De tout cela est ressorti les meilleures pratiques, les leçons et ce que nous avons prévu de faire dans la continuité du projet. On se rend compte que les meilleures pratiques, la chose qui a marché le plus pour nous, c'était le fait de donner la parole aux femmes. Parce que souvent, elles n'ont pas de tribune pour s'exprimer sur les questions qui les concernent. D'habitude, les organisations, les personnes qui travaillent sur les questions de genre viennent avec un préjugé a priori. Donc, la démarche que nous avons adoptée et qui a donné d'assez bons résultats pour nous, c'était d'aller vers les femmes et de leur poser la question à savoir comment est-ce que vous vivez dans cette société-là? Avez-vous l'impression d'avoir des difficultés? Avez-vous l'impression que votre situation est prise en compte? Et de là, on se rend compte qu'il y a les inégalités de genre ne peuvent pas se résumer en un seul bloc touchant les mêmes femmes de la même manière et les touchant et ayant les mêmes conséquences sur elles-mêmes. Donc, on les a inclus dans la réflexion sur ce qu'elles considéraient comme étant leur situation, mais aussi sur ce qu'elles avaient à proposer pour une meilleure prise en charge de cette situation-là. Et on s'est rendu compte que le point de vue des femmes sur les différents programmes qui les touche essentiellement a permis de discuter de la pertinence de ces propositions-là, comme vous pourrez le voir après dans les vidéos que nous avons fait, pour commenter un peu les programmes des candidats. Un autre point assez important aussi, c'était la prise en compte des différences de préoccupation selon les milieux urbains ou ruraux. Parce que dans la mise en œuvre du projet, on a été à Dakar, mais on a aussi été à Kolda. Kolda qui est considérée comme étant l'une des plus, ou bien sinon la région la plus pauvre du Sénégal. Donc, on se rend compte que là, il y a un contraste qui est énorme. Les préoccupations des femmes de Dakar ne sont pas forcément les mêmes que pour celles de Kolda. Donc, il y a cette différence-là qui, selon nous, doit être toujours prise en compte dans le plaidoyer, dans les différentes actions que nous devons mener pour combattre les inégalités de genre. Pour les leçons qui ont été apprises, c'est que le fait d'inclure les hommes dans la réflexion est en plus. Parce que d'habitude, je ne sais pas pour les autres milieux, mais au Sénégal, lorsqu'on parle d'inégalité de genre, les gens pensent toujours confrontation entre les deux sexes. Il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, chacun tirant son côté. Donc, on s'est rendu compte qu'en mêlant les hommes à la discussion, comme on l'a fait à Kolda et à Dakar lors des différentes tables rondes, non seulement il y avait un travail d'information qui a été fait, mais on se rend compte que les hommes avaient eux aussi leur réflexion à apporter à la question. Et ça nous a permis de déconstruire un peu cette idée de confrontation-là entre les sexes lorsqu'on parle souvent d'inégalité de genre. Donc pour nous, la prochaine étape, c'est de non seulement faire une perspective régionale de suivi, parce qu'on a fait une projection d'un documentaire qui résume un peu l'ensemble du projet. Cette projection a été faite au Burkina lors du Festival et on s'est rendu compte que ça a créé un débat hyper intéressant qui nous a fait nous rendre compte que la question des inégalités de genre et la manière de l'appréhender n'était pas seulement une question qui était spécifique au Sénégal, mais qui touchait toute la région et qu'il serait peut-être intéressant d'essayer de calquer le modèle dans les autres pays de la région ouest-africaine. On a aussi fait un document global de recommandations qui est tiré de l'ensemble des inputs de la mise en œuvre du projet, que ce soit les vidéos avec les femmes, les discussions lors des tables rondes, les rencontres avec les représentants des candidats, qui nous a permis d'avoir un document global
qui peut être appliqué à l'échelle nationale, mais aussi régionale, sur comment faire pour lever les inégalités de genre au Sénégal et en Afrique, peut-être même dans le monde. Il y a aussi un aspect qui comporte la suivi des propositions qui ont été faites par les candidats et leur mise en œuvre. Le président actuel avait aussi dans son programme des propositions qui étaient en direction des femmes. Ces propositions-là ont été commentées par les femmes. Elles semblaient être des propositions réalisables, donc nous allons assurer le suivi. Parce qu'au départ, le projet a été conçu pour créer une prise de conscience sur l'ampleur et les conséquences des discriminations concernant les filles et les femmes, pas seulement pour elles seules, mais pour l'ensemble de la société. Donc, les voix des femmes continueront à être relayées à travers différents canaux et les engagements qui ont été pris feront également l'objet du suivi. Je vous remercie et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter plus amplement lors des questions. Merci, Mathie. Merci beaucoup, Mariam, pour cet excellent exposé. Je pense que les participants pourront tirer profit de l'expérience de Wati, mais également des documents que vous avez pu produire, notamment les recommandations, vu que la région va être, certains pays de la région vont avoir des élections dans les prochaines années. Donc, je pense que c'était un modèle très innovant de montrer comment les femmes à différents niveaux socioculturels, comme vous l'avez dit, mais aussi de différentes régions, hein, autant urbaines que rurales, peuvent faire apporter leurs préoccupations au niveau le plus haut. Maintenant, il sera intéressant de voir le suivi de ces propositions et la mise en œuvre de ces propositions par rapport aux élections, aux promesses électorales du président en cours. Je rappelle aux participants qu'ils peuvent continuellement inscrire des questions dans la boîte de discussion. Ces questions-là que vous pouvez adresser aux différents intervenants et nous aurons une session à la fin de la présentation sur les différentes questions. Donc, je vais maintenant vous passer la parole à Monsieur Aruna Ouedraogo, que j'ai présenté plus tôt, qui est directeur de programme de SOS Jeunesse et Défis. Aruna nous présentera le projet de SOS Jeunesse et Défis sur comment son organisation a rassemblé les jeunes burkinabés, renforcé leur capacité de plaidoyer, leur capacité organisationnelle, mais aussi faciliter le dialogue intergénérationnel avec le gouvernement, avec les leaders communautaires religieux, les partenaires, les parlementaires, en veillant à ce que la voix des jeunes hommes et femmes, ainsi que leurs défis, besoins et solutions proposés, soient prises en compte, ce qui a permis à la fin d'allouer 30% du budget national aux interventions de santé spécifiques aux jeunes. Aruna, bienvenue, okay. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup, Mathie. Merci beaucoup, Mathie. Bonjour tout le monde. Et moi, c'est Aruna Ouedraogo, je suis directeur de SOS Jeunesse et Défis. SOS Jeunesse et Défis, c'est une association qui travaille au Burkina Faso. C'est une association qui œuvre beaucoup plus dans la promotion des droits et santé sexuelle et reproductive des jeunes. Ce que nous allons présenter ce soir, c'est l'expérience que nous avons eue dans le cadre de notre participation à l'évaluation du plan de relance 2013 et à l'élaboration du plan national d'accélération de la planification familiale 2017-2020. Donc, en ce qui concerne les objectifs, c'était pour influencer le gouvernement du Burkina Faso à travers le ministère de la Santé à respecter ses engagements en augmentant le budget de la santé et de la reproduction, et plus particulièrement au niveau des jeunes. Et ce que nous avons constaté, c'est que le budget qui était alloué pour les jeunes était de 15%. Et donc, du coup, on voit déjà que si on estime et le budget était vraiment en deçà des attentes, donc il fallait encore travailler pour élever en tout cas ces ressources pour que en tout cas les besoins des jeunes puissent être pris en compte effectivement. Et comment nous avons travaillé? Et nous avons procédé à travers le plaidoyer budgétaire pour la santé des jeunes et des adolescents.
et la capitalisation de bonnes pratiques en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes, et la participation des jeunes à l'évaluation du plan de relance 2013-2015 et à l'élaboration du nouveau plan de relance 2017-2020. Mati? Oui. Diapo? Voilà. Et ce que nous avons eu comme résultat, c'est qu'il y a quand même l'environnement au niveau de la planification familiale a beaucoup changé. Et il y a d'abord le discours du président qui est la première autorité, et aussi du Premier ministre qui incite en tout cas à l'espacement des naissances. Je pense qu'après ça, il y a eu aussi les parlementaires également aussi qui sont revenus là-dessus pour en tout cas inciter en tout cas la population à pratiquer la planification familiale. Et il y a aussi un des résultats aussi que Mathieu aussi avait soulevé lors de son introduction, c'est que c'est le rehaussement du budget est passé de 15% à plus de 28%. Et donc, c'est dans le plan de relance de la planification familiale qui est le référentiel vraiment des documents en matière de planification familiale au niveau du pays. Il y a aussi au niveau du ministère de la Santé, il y a eu quand même un certain nombre de réformes. Il y a eu d'autres structures qui ont été créées, tout cas pour faciliter la mise en œuvre vraiment des politiques en matière de la planification familiale. Et il y a aussi le plaidoyer aussi que nous avons mené aussi et qui a abouti à la création d'une ligne budgétaire spécifique pour la planification familiale à travers l'achat des contraceptifs et aussi d'autres intrants à 1,3 milliard par an. Je pense qu'actuellement, il y a que l'État en train d'assimiler, l'État déjà fait a pris un décret pour décréter la gratuité qui va commencer à partir du 1er juin. Donc, et tous ces résultats, nous sommes allés beaucoup. Vous voyez, et la photo. Aruna? Allô? Aruna, on n'arrive plus à t'entendre. Allô? 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 Je m'excuse, on a un petit souci technique. On laissera Aruna continuer sa présentation tout à l'heure. On va essayer de passer à la prochaine présentation. Aruna? Aruna pourra finir plus tard sa présentation. On va essayer de passer à la présentation de Amadou Kanouté, qui est le directeur exécutif de Sicodev Afrique. Et Amadou nous expliquera comment son organisation a mis en place plusieurs observatoires nationaux de suivi de la couverture maladie universelle dans 8 régions du Sénégal, en mobilisant des leaders communautaires, mais aussi des citoyens pour influencer le gouvernement à assurer une mise en œuvre effective de la CMU, en aboutissant à une loi nationale sur la CMU, mais également un financement accru pour la santé maternelle et infantile. Donc, Amadou, à toi. Merci beaucoup, Mati. Je voudrais dire d'abord toutes mes félicitations à Women Deliver, à vous-même pour cette initiative. On a besoin effectivement d'initiatives comme celle-ci pour pouvoir fertiliser nos différentes expériences.
Notre organisation SICODEV, c'est l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Et l'un de nos programmes prioritaires, c'est l'accès à la santé pour les citoyens consommateurs les plus défavorisés. Et évidemment, les femmes en font partie de ce segment de population et de citoyens défavorisés. Et donc, c'est en 2012, lors de la campagne électorale, que l'un des candidats s'est engagé, si jamais il était élu, à mettre en place ce qu'on appelait la couverture maladie universelle. Car ce pays, il y a une inéquité dans l'accès à la santé. Seuls 20% de la population, en 2012, était couvert contre les risques maladies. C'est-à-dire, sur 10 personnes, seules 2 étaient en mesure de se soigner parce qu'il y a des barrières financières. Seules 2 personnes pouvaient se soigner si jamais elles tombaient malades. Et donc, on est un des candidats qui dit, si jamais moi j'étais élu, je ferais en sorte que les 80% de la population de ce pays puisse accéder à des soins de santé. Nous, à SICODEV, nous avons pensé que c'était une bonne politique publique et qu'il nous fallait suivre cela. Mais il se trouvait que c'est cette personne qui avait été élue en 2012. Et donc, notre première action a été évidemment de taper à la porte et de dire, ben, c'est vous qui nous aviez promis de mettre en place la CMU, qu'en est-il? Nous l'attendons. Et c'est comme ça qu'en septembre 2013, effectivement, ils ont mis en place la CMU en disant quelles en seraient les composantes. Mais quand nous avons écouté et lu le programme tel qu'il était élaboré, ben, nous avons été dans les médias pour dire que ça ne marcherait pas. Et ils ont eu ben, l'intelligence de nous inviter pour qu'on puisse leur dire que faut-il alors pour que ça marche. Et c'est en ce moment qu'on leur a dit qu'il y avait 4 éléments au moins qu'ils devaient prendre en charge. Le premier, la CMU est quelque chose de très technique. Il faut faire en sorte que ça puisse être vulgarisé pour que les populations puissent s'en approprier. Expliquer ce que c'est. Quels sont les droits et devoirs des citoyens et des consommateurs en étant membre de la couverture maladie universelle. Le deuxième élément, c'était de dire, ben pour le moment, c'est juste l'idée ou la vision d'une personne, en l'occurrence le président de la République. Mais nous sommes en démocratie. Il est tout à fait possible qu'à un certain moment, ce président de la République ne soit plus là parce que, ben, en démocratie, c'est la loi de l'alternance. Et pour cela, on leur a dit, si vous voulez que la CMU demeure, qu'elle puisse rester là, il vous faut faire une loi qui passe par l'Assemblée nationale. Si jamais les gens, dans notre premier objectif, vous avez bien vulgarisé et que les populations sont bien appropriées de la CMU, si jamais un autre gouvernement venait, il leur sera impossible de changer cela parce que les gens y auront vu leur intérêt. Donc, il faut une consécration législative de cette vision-là. Donc, il faut qu'il y ait une loi qui passe par l'Assemblée nationale. Troisième élément, pour que la CMU puisse être pérenne, parce que nous avons appelé notre campagne « Pérennisons la CMU ». Pour que la CMU soit pérenne, la santé demande beaucoup d'argent. Il faut que donc, dans le budget, on montre que c'est une priorité du nouveau gouvernement de faire en sorte que la CMU soit bien ressourcée. C'était donc notre troisième objectif. Notre quatrième objectif, qui n'apparaît pas tout de suite, mais qui est dans les résultats, c'est qu'on a dit pour une réforme comme celle-là, une innovation sociale comme celle-là, il faut que dans tous les pays où il y a des innovations sociales comme celle-ci, qu'on puisse identifier quel est le segment de la population qui va porter sur ses épaules cette innovation sociale et faire en sorte que ça demeure, que ça soit irréversible. Et c'est en ce moment, ça y est, mon temps est fini? Pas du tout, non. On a juste un petit problème technique. D'accord. Et c'est en ce moment, quand ils nous ont demandé, on leur a dit, il fallait qu'on mette en place
un programme comme celui que nous avons connu dans d'autres pays comme le Rwanda, où ils ont mis en place un programme qu'ils ont appelé les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours, c'est les 2 mois avant la naissance de l'enfant. Ensuite, l'enfant vient voir le jour jusqu'à 2 ans après, où le gouvernement s'engage à prendre en charge la mère et l'enfant, tant sur le plan sanitaire que sur le plan nutritionnel. Les études ont montré que c'est pendant les 2 premières années et la période juste avant la naissance que tout le système cognitif de l'enfant se met en place. Donc, si vous voulez vraiment des enfants sains, des enfants qui se portent bien, prenez en charge sa maman sur le plan sanitaire et nutritionnel au moins 2 mois avant la naissance de l'enfant et prenez en charge la maman et l'enfant jusqu'à 2 ans après la naissance de l'enfant. Et c'est ce que le Rwanda a appelé les 1000 premiers jours. Car quand vous comptez tout ce temps, 2 mois avant et 2 ans après, ça fait exactement 1000 jours. Voilà ce qu'on leur a proposé et ils ont accepté d'introduire ça dans la formulation du programme. Quels sont les résultats? Les résultats, c'est d'abord que tous les éléments clés que nous avons soumis ont été pris en charge. Comment nous avons fait ça? C'est essentiellement, comme l'a dit Mati dans sa présentation, nous avons décidé de mettre en place des observatoires de la CMU. Des observatoires composés d'un point focal psychodère dans 8 régions sur 14, entourés de ce qu'on appelle ici les Badjanogor. C'est un terme wolof qui veut dire les marraines de quartier. C'est des femmes leaders dans les quartiers les plus défavorisés dont la mission est l'éducation et l'orientation sanitaire des femmes dans les ménages les plus pauvres. Faire en sorte qu'elles connaissent leurs droits et devoirs en tant que mère, en tant que femme, sur les questions de santé. Ces observatoires comprennent aussi des leaders communautaires, des chefs religieux, les jeunes dans les associations de quartier, les comités de développement de quartier. Mais on a tenu aussi à y mettre dans ces observatoires les mutuelles de santé. Parce qu'au Sénégal, la CMU, le dispositif repose sur les mutuelles de santé. Donc, les mutuelles de santé ont intérêt à ce que la CMU marche. On a tenu aussi à mettre dans ces observatoires les syndicalistes de la santé, parce qu'eux aussi ont un intérêt dans la bonne mise en œuvre des politiques de santé. Voilà ce que c'est que les observatoires. Et tous les 3 mois, nous prenons un thème. Par exemple, les médicaments. Est-ce que les médicaments sont disponibles pour que la CMU soit réelle? Est-ce que les mutuelles de santé fonctionnent bien? Est-ce que l'accueil dans les structures de santé est réel et effectif? Est-ce que les femmes sont bien prises en charge, surtout les bourses de sécurité familiale, sont effectivement prises en charge dans la gouvernance des mutuelles de santé pour que les femmes et les enfants puissent effectivement accéder aux soins de santé? Les résultats, c'est effectivement, on a intégré tous ces éléments-là dans la politique de la CMU, mais particulièrement, notre étude sur l'accueil dans les structures de santé a eu un tel écho. Ça a montré les failles de l'accueil, de l'urgence dans les structures sanitaires. Et le ministre de la Santé a pris tout simplement notre étude, notre rapport, et a présenté ça au Conseil des ministres devant le chef de l'État et tous les membres du gouvernement. Et le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre en place des structures d'accueil et d'urgence dans toutes les structures hospitalières, particulièrement au niveau régional, des hôpitaux de référence. Nous avons aussi, à cause du plaidoyer, le gouvernement a mis en place une agence carrément pour qu'elle puisse s'occuper de la vulgarisation. Et aujourd'hui, le taux de couverture est passé en 2017 de 20% à 47% à cause du travail extraordinaire que l'agence de la CMU a pu faire. 660 mutuelles ont été installées.
Et plus important, aujourd'hui, il y a un projet de loi qui attend d'être adopté par l'Assemblée nationale. Le budget du ministère de la Santé a évolué de 32% de 2013 à 2017. Mais le budget de l'agence de la CMU aussi. Mais encore beaucoup plus important, et c'est là que nous avons été vraiment satisfaits, c'est de voir que le gouvernement s'est engagé dans l'élaboration d'une stratégie nationale de financement de la santé, ce qui n'existait pas. Le gouvernement a décidé aussi de prendre en charge de manière adéquate la santé de la mère et de l'enfant. Et ce matin, nous avons eu une réunion à la direction de la santé de la mère et de l'enfant où on a pu identifier des ressources qui vont aller pour lever les barrières financières à la césarienne. Les barrières financières pour les femmes enceintes puissent être mutualisées. Les barrières financières pour que la césarienne puisse être vulgarisée à toutes les femmes. Voilà un peu, Mati, quelques résultats que nous avons pu atteindre à partir des résultats de nos observatoires qui ont permis en réalité d'influencer une politique publique que dès le départ nous avions estimé être bonne et pour laquelle nous avons dit qu'il fallait la rendre irréversible. Merci. Merci beaucoup, Amadou, pour ta présentation. Encore excellent, comme d'habitude. Je pense que à travers la page que vous voyez maintenant, vous avez des publications. Donc, ce que Amadou vient de présenter a été documenté, ce qui est bien de faire, bien entendu. Et vous pouvez aller sur la page de Psychodev, où vous avez ce projet de capitalisation qui a été bien documenté sur le site de Psychodev. Encore une fois, merci. On a Aruna qui est de retour. Malheureusement, il a dû nous lâcher dû à un problème technique, mais il va revenir pour présenter voilà, les meilleures pratiques. D'abord les résultats atteints à travers son projet et ensuite il va finir par les meilleures pratiques sur le projet du Burkina. Aruna? D'ici à ce que Aruna nous rejoigne, j'aimerais encore inviter les participants à intégrer vos questions, si vous en avez, dans la boîte de discussion pour que les intervenants puissent par après répondre à ces questions-là. Merci. Ou commentaires. Hein. Aruna, si tu es disponible. Aruna? Oui. Oui. Oui, je m'excusais auprès de toute l'assistance. J'avais un problème de connexion. Pas de problème. Voilà. Non, et au niveau des résultats que nous avons atteints lors de la mise en œuvre de ce projet, il y a d'abord l'amélioration même de l'environnement de la planification familiale. Et il y a cela peut se lire déjà à travers les discours du président de la République, du Premier ministre et aussi du président aussi du Parlement burkinabé. Et il y a aussi l'allocation aussi du budget et dédié à la santé des jeunes aussi, qui est passé aussi de 15 à plus de 28%. Et au niveau structurel, il y a eu des structures qui ont été créées comme des structures vraiment pour qu'on puisse mettre en œuvre les actions, en tout cas adressées aux jeunes. Et quand on regarde l'organigramme du ministère a beaucoup changé avec des directions spécifiques sur la planification familiale. Et au niveau aussi toujours dans les engagements, l'État aussi a créé une ligne budgétaire aussi et où ils ont mis 1,3 milliard pour la PF et cela sert à payer des consommables et des produits contraceptifs. Et tout ce travail-là, c'est un travail qui a été fait vraiment en amont, en aval, avec tous les acteurs de la société civile, avec SOS Jeunesse et Défis comme lead.
Diapo. Au niveau des meilleures pratiques, diapo, voilà, au niveau des meilleures pratiques, il y a que nous avons engagé les décideurs tout au long du processus du plaidoyer. Et nous nous sommes également aussi bâtis aussi sur les plateformes qui existent, comme le groupe technique SR, qui est vraiment un groupe très ancré dans la promotion de la planification familiale, qui regorge pas mal d'organisations en matière de planification familiale. Nous travaillons aussi avec la proactivité et pour mobiliser la société civile pour vraiment des questions, que ce soit l'augmentation du budget et pour les jeunes, que ce soit aussi la prise en compte des jeunes dans les plans et politiques. Nous essayons d'interagir entre organisations pour que toutes les fois qu'il y a une opportunité de positionner les jeunes, on puisse le faire. Et il y a aussi que nous systématisons aussi la collecte et le partage d'évidences, de preuves, de données et statistiques sur les pratiques à haut impact sur la santé des adolescents. Vous avez vu la photo qui est passée, c'était vraiment lors d'un atelier de capitalisation de tous les acteurs intervenant en direction des adolescents et des jeunes, où on a essayé de mutualiser et puis présenter tout ce qui marche en matière de planification familiale avant même qu'on puisse élaborer les besoins pour les jeunes pour être intégrés au niveau du PNAPF. Et pour se dire que au niveau dans le tableau, on a mis les leçons apprises, c'est plutôt des défis. Et on voyait qu'au niveau des défis, il y a que au niveau des leçons apprises, nous avons une meilleure prise en compte des pesanteurs socio-culturels et qui doivent être prises en compte dans les discours politiques. Et il y a aussi une meilleure circulation de l'information dans l'élaboration des plans et programmes. Et il y a l'amélioration du fonctionnement des comités de suivi dont les autorités administratives ont la commande. Donc, si en termes ce qu'on peut ajouter dans ces leçons apprises, il y a que le changement politique qui a été en tout cas reflété par l'augmentation du budget dans le PNAPF. Il y a aussi la création aussi des alliances. Ça fait que nous avons eu un résultat et qui est aujourd'hui vendable. Et quand on regarde, et Dieu merci qu'il y a certaines personnes qui ont participé à ce processus, qui participent à ces webinaires, je pense qu'ils pourront encore donner d'autres contributions. C'est vraiment, ça a été une opportunité de donner la voix aux jeunes. Et comme notre plaidoyer, c'était vraiment le plaidoyer par les jeunes pour les jeunes. Et effectivement, l'autre résultat que nous n'avons pas pu mettre ici, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes participent à la mise en œuvre et au suivi du PNAPF, dont ils sont tous membres du comité de pilotage. Donc, en termes de perspective, nous voyons qu'il faut renforcer la capacité des organisations de la société civile sur des outils harmonisés de contrôle citoyen, en mettant l'accent sur le suivi et la redevabilité, focalisée santé. Il y a aussi qu'on doit renforcer davantage la transparence budgétaire et la redevabilité dans le domaine de la planification familiale au Burkina Faso. Vous voyez qu'actuellement, l'État a déjà décrété la gratuité qui va commencer en début juin. Il y a que nous comptons également aussi rester en veille et continuellement pour faire le suivi de l'évolution du contexte, des décisions politiques qui peuvent avoir un impact sur le plan établi et ajustement continu. Et en dernière position, c'est vraiment de travailler, en tout cas, à renforcer davantage les plateformes ou organisations fêtières virtuelles sur le suivi et la redevabilité focalisée santé. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu présenter qui, à un moment donné, s'est interrompu. Donc, merci beaucoup, Mati. Voilà ce que SOJD a pu faire. Et actuellement, nous sommes en train de traquer le budget. Le budget, c'est que le budget qu'on a alloué pour la santé et la reproduction, actuellement, nous avons de bons indicateurs.
Et sur les 1,3 milliard, il y a plus d'1 milliard qui ont pu dépenser. Donc, on trouve que le résultat est satisfaisant en termes de dépenses. Voilà ce que je voulais présenter. Donc, s'il y a des questions, je reste disponible pour les répondre. Un tout grand merci, Aruna, pour ta présentation qui permet, ce projet a permis vraiment de voir la place des jeunes une fois qu'ils sont capacités. La place et le pouvoir des jeunes pour pouvoir vraiment pousser le plaidoyer au plus haut niveau. Et le Burkina est un exemple fort de plaidoyer, en tout cas sur la santé, notamment la santé des adolescents. Et on a maintenant une partie des adolescents qui non seulement est assise à la table des décideurs, mais qui participe à l'élaboration, la planification, mais également au suivi des budgets qui sont mis en œuvre pour la santé des jeunes et adolescents. Merci en tout cas à tous les trois pour vos excellentes présentations. Nous avons quelques questions qui apparaissent déjà, mais j'aimerais encore insister sur et inviter nos participants à ajouter les questions que vous avez. Elle est dirigée directement aux intervenants spécifiques. Si vous avez des questions d'ordre général, nous nous ferons un plaisir d'y répondre également. Donc, je vais déjà commencer par la première question. Nous vient de Madame Aminata Badiane-Thioye du Sénégal et c'est une question qui est dirigée à Marième Cissé. C'est plutôt une suggestion si il est possible d'intégrer dans les perspectives de suivi de l'initiative des actions envers les femmes pour leur implication dans les prochaines élections locales. Je pense que c'est quelque chose que Marième a souligné au début, peut-être de manière subtile, qui fait partie du suivi de ces engagements-là. Mais je pense que c'est une contribution qui est très, très importante. Ce qui permettra de contribuer à la présence des femmes dans les instances de prise de décision, surtout depuis la base, en milieu local et en milieu rural. Une autre question qui vient de Madame Cécile Thiombiano-Youbaré de Burkina, c'est quels sont les acteurs qui ont participé à ce plaidoyer pendant la période électorale. Donc, c'est une question pour Marième Cissé de Wati. Je continue à poser les questions et vous pourrez y répondre plus tard. L'autre question qui est dirigée à Marième, c'est une question qui vient de Madame Justine Somabé. Comment avez-vous organisé les femmes pour leur apprendre à lire le programme des partis politiques? Question intéressante, surtout pour les femmes du milieu rural. Enfin, une dernière question pour Marième. La place des organisations de la société civile dans ce plaidoyer que vous avez entrepris au profit de l'atteinte de ces résultats. Quelle est la place de ces OSC au profit de l'atteinte de ces résultats? C'est une question pour Marième de Monsieur Konacho Narcisse Koné. Donc, Marième, on va vous laisser répondre à ces questions-là. D'autres questions sont pour nos autres intervenants, mais je vous laisse d'abord répondre et puis les intervenants pourront participer aux autres questions et commentaires. À vous, Marième. D'accord. Merci beaucoup, Mati. Donc, par rapport à la proposition de Madame Aminatou Badiane, justement, comme je l'ai dit au début, on est dans une perspective élection Sénégal 2019. Et quand on dit élection Sénégal 2019, ça ne se limite pas seulement à l'élection présidentielle qui est passée, mais aussi aux élections locales qui sont prévues normalement pour le mois de décembre prochain. Donc, nous avons un site spécialement pour ça, sénégal2019.org, où on traite de toutes les dynamiques locales et certainement la question par rapport à la place des femmes dans la participation à ces élections-là, pas seulement en tant qu'électrice, mais éligible, sera sans doute prise en question. Par rapport à la deuxième question, les acteurs qui ont joué un rôle dans la mise en œuvre de ce projet, c'est d'abord les associations de femmes, les associations qui travaillent sur les questions des inégalités de genre et qui sont assez reconnues, telles que l'Association des juristes sénégalaises, AJS. Il y a aussi le collectif Pas sans elles. C'est un collectif qui a été mis en œuvre durant la période électorale pour dire que les femmes aussi avaient leur part et qu'il ne fallait pas que ces élections se fassent sans elles, sans la prise en compte de leurs préoccupations.
Il y a aussi, bien sûr, les femmes qui sont dans les vidéos que nous avons eu à faire. On a eu une entité de l'État, la Direction pour l'équité et l'égalité de genre, qui eux aussi ont beaucoup participé lors des différentes discussions, lors des tables rondes, notamment à Dakar, et les journalistes des radios communautaires. On s'est focalisé plus sur les journalistes des radios communautaires parce qu'ils avaient une certaine proximité avec les populations et grâce à eux, on a pu avoir un relais vers les femmes, vers ces populations, pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, parce qu'ils ont aussi, durant toute cette période-là, intégré dans leur programme de temps d'antenne ces questions d'inégalité de genre-là dans la manière de traiter l'information durant la période électorale. Pour en venir à la dernière question, sur comment est-ce qu'on a procédé pour apprendre aux femmes à lire les propositions des candidats et ensuite les commenter. C'est comme je l'ai montré dans des slides, on a fait un travail de prendre tous les programmes des candidats. Avec le collectif Pas sans elle, on a travaillé dessus. Qui propose quoi? De tout le programme dans le domaine économique, dans le domaine sanitaire, dans le domaine environnemental, parce qu'il s'agit de la participation politique. On a vu quelle était la place qui était réservée aux femmes dans ces programmes-là. Un document a été présenté aux femmes pour leur dire, voilà tel candidat, voilà ce qu'il propose pour les femmes, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela. Pour les femmes en milieu rural, lorsqu'on était allé là-bas, les programmes des candidats n'étaient pas encore disponibles. Donc, c'était juste une question libre qu'on leur a posée pour savoir quelles étaient leurs attentes, elles, par rapport à ces candidats-là. Donc, les commentaires pour ces femmes en milieu rural ont été faits par rapport à leurs attentes à elles et non par rapport à ce que proposaient les candidats en tant que tels, parce qu'à ce moment-là, les programmes n'étaient pas encore disponibles. Excellent. Merci beaucoup, Mariam, pour ton intervention. Je pense que la stratégie que vous avez utilisée non seulement à travers les vidéos, mais aussi à travers les radios communautaires, montre que vous avez pu toucher aux différentes couches de la population, notamment à travers les réseaux sociaux. Beaucoup de ces vidéos ont été circulées sur Twitter, partagées largement. Partagées très, très largement et ont atteint une grande frange de la population. Donc, merci pour ces réponses. Je vais vous poser encore une question qui vient d'arriver pour vous, mais vous préparez la réponse pour plus tard. Winnie Montada a suivi avec attention votre exposé et elle aimerait savoir si vous avez déjà des avancées en termes de pourcentage en ce qui concerne la participation des femmes dans les élections, par le fait de faire participer toutes les femmes dès le début du processus. Est-ce que vous trouvez que les barrières plus coutumières arriveront à disparaître? Donc, gardez votre réponse pour tout à l'heure. J'ai une question pour Aruna. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour garantir la disponibilité des produits contraceptifs dans les zones retirées? Et c'est une question de Valérie Gistiane du Cameroun. Aruna? Oui, je suis là. Oui, et actuellement, c'est bien vrai que au niveau national, il y a quand même des stratégies qui sont là sur place ou même des cadres de concertation pour vraiment statuer sur la sécurisation des produits pour que les produits soient accessibles aux jeunes. Et donc, si on regarde actuellement au Burkina, même quand on prend, il y a actuellement, compte tenu de des disparités géographiques, on a intégré toutes ces questions-là dans le plan PF et aussi dans le dossier d'investissement pour travailler à renforcer l'équité dans les services. Et donc, quand vous regardez actuellement le dispositif de la gratuité, ça prend en compte tous ces éléments pour que ces services-là puissent être accessibles aux jeunes. Et il y a actuellement, on vient de valider les documents stratégiques et pour permettre l'opérationnalisation de la gratuité. Et vraiment, tout est fin prêt pour que, les produits soient accessibles aux jeunes. Il y a aussi, qu'il y a les centres d'écoute également aussi pour jeunes
et où on a essayé de renforcer pour mettre un service minimum pour permettre aux jeunes aussi d'avoir aussi des services contraceptifs. Excellent, merci beaucoup Aruna. Je pense que d'autres questions vont venir, questions ou commentaires vont venir plus tard. On a quelques questions pour Sicodev. La première est, est-ce qu'il est possible entre deux élections d'agir sur les politiques comme le fait Sicodev? La question nous vient de M. Gilles Bokpe du Bénin. La deuxième question, plutôt commentaire, vient de M. Koné Nazé de la Côte d'Ivoire. Koné aimerait savoir, est-ce que Amadou peut revenir sur la quatrième condition de réussite de la CMU proposée par Sicodev? Il serait intéressant d'entendre les leçons apprises du Sénégal, notamment parce que la Côte d'Ivoire est dans ce processus qui a été déjà démarré par le Sénégal il y a quelques années en arrière. Ensuite, le prochain commentaire en fait vient de Koné toujours et répétitif par rapport à ce que je viens de dire. L'expérience de la Côte d'Ivoire va être démarrée d'ici octobre 2019 et ils ont effectivement participé au dialogue national sur le financement de la santé en présence du vice-président. J'ai été heureuse de faire partie de ce dialogue-là. Toutes les parties prenantes sont engagées, dont l'État. Donc, on avait la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers et surtout l'État. La question, c'est comment faire l'analyse et le suivi budgétaire parce que la Côte d'Ivoire dépense beaucoup pour peu de résultats. Donc, la question ici, c'est vraiment par rapport au suivi. Comment vous arrivez à faire ce suivi budgétaire par rapport à cette CMU? La quatrième question vient de notre cher collègue Aïssa Doumara du Cameroun. Aïssa aimerait savoir si on peut revenir sur la stratégie de mise en place de l'observatoire, incluant les marraines de quartier et les autres groupes. Encore une question de M. Gilles Bokpe du Bénin, pour savoir, maintenant que les populations ont accès aux soins et services aisément, ça c'est peut-être une parenthèse parce que ce n'est pas le cas partout, mais comment faire en sorte que ces populations-là aient droit à des soins de qualité? Je pense que les observatoires, ils répondent un peu. Comment agir sur la qualité et le levier de l'engagement citoyen? Enfin, je finis avec cette question-là. Comment assurez-vous le suivi des engagements de l'État, notamment la disponibilité des produits contraceptifs, également l'affectation réelle des budgets dédiés à la planification familiale? La question nous vient de Agathe Blanc. Donc cette question-là, je pense qu'elle est posée pour Amadou, mais tout le monde peut répondre, en tout cas Aruna et Amadou qui travaillent les deux là-dessus peuvent répondre par rapport à ça. D'autres questions sont survenues, mais je vais vous laisser déjà répondre à ces questions-là avant de revenir sur le reste des commentaires. Si vous avez d'autres questions ou commentaires, on a encore le temps, vous pouvez continuer à les poser. Donc Amadou, à toi. Merci beaucoup, Maki. Commençons par la question du suivi des budgets. Cela est extrêmement important et vous avez raison. Il n'est pas possible qu'un gouvernement prenne un engagement et qu'il n'y a personne pour le tenir redevable de ce budget-là. Et c'est là notre rôle en tant que société civile. Et donc, nous avons mis sur pied avec d'autres organisations de la société civile ici au Sénégal ce que nous avons appelé le RCTB, le Réseau citoyen pour la transparence budgétaire. Et dans ce réseau, qui compte beaucoup d'organisations, nous avons décidé d'avoir un leadership technique selon les spécificités ou les capacités des différentes organisations. Et ainsi, le réseau a demandé à Sicodev de faire le suivi du budget du ministère de la Santé. Et ça nous permet, de voir qu'est-ce que l'État a dit qu'il allait mettre dans la santé dans la loi de finances.
quelle est la décomposition? Qu'est-ce qui va à l'investissement? Qu'est-ce qui va au personnel? Qu'est-ce qui va aux médicaments? Qu'est-ce qui va à la sensibilisation? Et on veille à ce que ces budgets-là sont effectifs. Donc, ce que nous faisons, c'est avec nos points focaux, si le budget dit que la carte sanitaire du Sénégal prévoit de construire une case de santé dans la région sud, mais alors notre rôle est celui du point focal, c'est de voir est-ce que cette case de santé est effectivement construite dans la ville où on a dit, ou dans le village où on a dit que ça allait être construit. Et ça nous permet d'avoir des rapports alternatifs. Le gouvernement, à travers le ministère qui existait, qui s'appelait le ministère de la bonne gouvernance, nous avions pu faire le plaidoyer pour qu'on installe un cadre multi-acteurs de suivi budgétaire. Et nous nous rencontrons tous les 3 mois avec ce ministère, particulièrement la direction de la bonne gouvernance, qui reçoit tous les 3 mois la note trimestrielle d'exécution budgétaire du ministre de l'économie et des finances, et cela nous est présenté. Et c'est là que nous avons l'occasion de présenter, nous aussi, nos rapports alternatifs et de dire, ben nous, sur le terrain, voilà ce que nous disent nos observatoires. Telle action que vous avez dit que vous alliez réaliser, ben sur le terrain, ça n'est pas effectif ou c'est effectif. Il en est de même de la qualité des services. La qualité des services, c'est aussi un rôle dont peut s'arroger la société civile. Parce que c'est les citoyens qui vont dans les structures hospitalières qui peuvent donner un jugement côté ou dans une perspective utilisateur. Parce que le technicien, ben, il dira, oui, moi, mon service, il est bon. Mais comment c'est apprécié par le consommateur, comment c'est apprécié par l'usager, ça c'est quelque chose que la société civile peut faire et c'est ce que nous faisons aussi à travers nos observatoires où nous faisons parler des mutualistes. Est-ce que quand vous êtes allé, avez-vous eu les médicaments? Est-ce que les médicaments sont disponibles? Comment avez-vous été pris en charge? Ainsi de suite. Et donc ça, c'est vraiment aussi un rôle. Si nous voulons que les services qui nous sont proposés répondent à nos besoins, il faut que nous puissions nous assurer que nous avons la possibilité de donner notre avis sur ces services-là. C'est à travers les observatoires que nous le faisons. Le suivi, c'est aussi le suivi de nos partenaires techniques et financiers, de leurs engagements. Parce que la majeure partie de nos pays, jusqu'à présent, le côté, dans chaque acte de santé, mais quand on regarde les comptes nationaux de la santé, généralement, c'est les ménages qui payent le plus. Au Sénégal, on est à presque 54% payés par les ménages. C'est excessivement élevé pour une politique publique. Et donc, il nous faut nous assurer que si l'État dit nous nous engageons à donner 2% par année pour amener le budget du ministère de la Santé à 15%, tel que c'est retenu par l'Union africaine, ben, notre rôle, c'est de suivre que ces 2% par année vers les 15%, c'est effectif. Mais il en est de même du budget ou des contributions de nos partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, nous avons encore besoin, malheureusement, de la contribution des partenaires techniques et financiers pour faire face à un service social de base comme la santé. Il nous faut pouvoir suivre. La Banque mondiale s'est engagée à donner tant de milliards. Est-ce que c'est effectif? L'UNICEF, ainsi de suite. Tous ces partenaires techniques-là, il faut que nous puissions suivre leur engagement. C'est comme ça que nous le faisons, hein, mais nous assurer que l'efficacité des interventions aussi est quelque chose de réel. Parce qu'on peut avoir peu, mais être efficace dans l'utilisation de ces ressources et que les citoyens se disent, ben oui, je suis satisfait. Même si on n'a pas de grosses sommes, il est tout à fait possible qu'avec un peu d'efficience, nous puissions être efficients dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc ça, c'est le suivi des engagements.
Voilà comment la société civile pourrait le faire. Le quatrième élément dans nos objectifs, c'est la prise en charge effective de la mère et de l'enfant. On pense que une politique sociale, une politique publique comme la santé, c'est d'abord les femmes. Dans notre pays, quand on prend le nombre de gens qui sont couverts contre les risques maladies, ben on se rend compte que 94% des femmes ne sont pas couvertes contre les risques maladies dans notre pays, contre 92% pour les hommes. Mais donc, qui s'occupe de la santé de l'enfant d'abord? Moi, je suis là, assis dans mon bureau, et c'est mon épouse qui s'occupe de voir si l'enfant est malade et qui, en tout premier lieu, l'amène à la case de santé, au poste de santé, au centre de santé, avant d'arriver à l'hôpital. Généralement, moi, je me contente de payer l'ordonnance. Mais alors, c'est la femme qui, en tout premier, a intérêt à ce que l'enfant soit en bonne santé, qui va s'occuper de veiller à la santé dans le ménage. Il faut donc que, dans toute politique publique santé, que nous puissions nous assurer que les femmes, les enfants, les nouveau-nés sont les tout premiers qui sont pris. Le Sénégal a décidé de prendre en charge les enfants de 0 à 5 ans. C'est aujourd'hui une politique publique internationale. Et ce matin, la discussion que nous avons eue, c'était de dire qu'il faut que nous puissions nous assurer que les barrières financières pour l'accès des enfants à la santé soient prises en charge de manière prioritaire. Donc, ça, c'est le quatrième objectif. Les femmes, la mère, l'enfant, le nouveau-né, il faut qu'ils soient prioritaires dans toute politique qui vise la santé. Ensuite, la question par rapport à la SRAJ, la santé de la reproduction, les jeunes, ainsi de suite. Nous avons beaucoup d'organisations qui s'occupent de ça. Je vois parmi les participants quelqu'un comme Aminata Badiane, qui est membre d'une organisation dont la mission première, c'est de travailler à ce que les jeunes, les besoins des jeunes puissent être pris en charge. L'information, la sensibilisation, les réseaux sociaux, ou les caravanes qui sont organisées, la communication, Aminata peut donner beaucoup plus d'exemples, mais ça, c'est des stratégies par lesquelles, généralement, les jeunes passent pour s'assurer que leurs besoins sont pris en charge dans les politiques de santé. Je vais aller vite par rapport à ce que vous avez dit sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire la semaine dernière. J'en ai eu un compte rendu bref, aussi bien de Mati qui a eu la chance d'y participer, mais aussi de Solange. Et je dois dire que quelques aspects m'ont paru extrêmement encourageants. Le fait que, et cela va répondre à l'une des questions par rapport aux autres stratégies de financement de la santé. Les comptes rendus que j'ai eus de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est de dire que les différentes parties prenantes se sont engagées, mais surtout, on a revisité les méthodes par lesquelles nos citoyens prennent en charge la santé, même avant l'apport de l'État. Parce que, je l'ai dit, 51% des coûts de santé, c'est les ménages. Comment font-ils? Et c'est là qu'on parle, nous, à SICODER, de ce qu'on a appelé les mécanismes endogènes de financement de la santé. Et dans tous les pays, ça existe. Les formes d'organisation sociale par lesquelles les populations disent on s'organise sous forme de, au Sénégal, on parle de tontine, on parle de mbotaï, on parle d'une initiative qui s'appelle l'Eketbi, qui est le mot en wolof pour la calebasse, qui sont des formes de solidarité par lesquelles les groupes sociaux s'organisent pour pouvoir faire face à leurs besoins de base. Ça, c'est les mécanismes endogènes de financement de la santé. Quand on a le seul village au Sénégal où il y a 100% de couverture contre les risques maladies, c'est un village où c'est un chef de village qui a décidé de prendre un champ et de le mettre à la disposition de la population en leur disant, vous cultivez ce champ. Toutes les récoltes, on va les vendre et nous allons pouvoir cotiser pour adhérer aux mutuelles de santé et chacun sera couvert contre les risques maladies. C'est les mécanismes endogènes de financement de la santé.
Il nous faut pouvoir identifier ces mécanismes-là, les promouvoir pour que les gouvernements les prennent en charge. On ne peut pas continuer à taxer une minorité qui paye 51% pour chaque acte de santé. Il nous faut renverser la stratégie et faire en sorte qu'on élargisse plutôt l'assiette des cotisants, où il y a seulement 20%, qu'on élargisse et qu'on fasse en sorte que 80% de la population puisse contribuer aux mutuelles de santé et ne pas dépendre des bourses de sécurité familiale. Ça, c'est les stratégies de financement endogène. Merci. Mati, à toi. Merci beaucoup, Amadou, pour ces exemples-là. Je pense que ce sont des exemples qui existent effectivement dans beaucoup de nos pays. Hein, et ces exemples sont garants d'une durabilité, en tout cas sur le financement de la santé, dont on peut tirer profit dans les différents pays. Et ça répond justement à une question qui a été posée par un participant sur la pérennité hein, du financement de la santé. Je vais vite, parce qu'il nous reste à peine 15 minutes, je vais vite poser les prochaines questions pour Mariam. Est-ce que la première dame du Sénégal, les dames élues dans les diverses institutions, femmes leaders des associations féminines, est-ce qu'elles peuvent vous aider à avoir une alliance gagnante pour l'atteinte de vos résultats? C'est une question de Monsieur Gilles Bokpe, mais qui rejoint aussi une question de Scandia Toyo. En termes de promotion de la participation des femmes aux élections, serait-il plus rentable que la sensibilisation soit menée par les femmes? Je pense que cela va de soi. Mariam, est-ce que vous pouvez répondre rapidement à cette question? Oui, avant d'aller à cette question, j'aimerais répondre à la question de Madame Luni par rapport à la participation des femmes dans les élections, si on a eu des avancées en termes de pourcentage. Je crois qu'il y a lieu de faire une petite précision. Le projet, ce n'est pas pour impulser la participation des femmes dans les échéances électorales, parce qu'au Sénégal, les femmes votent, elles votent depuis longtemps et en termes de poids électoral, elles sont assez importantes. Donc, le projet s'inscrivait plus dans la logique de, durant les campagnes électorales, durant la période électorale, les questions qui concernent les femmes soient mises dans le débat public, que les gens en parlent et que les gens trouvent des solutions. Et pas que si les femmes doivent voter ou pas parce que les femmes votent au Sénégal, elles votent nombreusement. Donc, pour répondre à la question de M. Gilles, et qui la réponse se retrouve un peu dans la deuxième question, c'est plus rentable pour nous que la sensibilisation soit menée, qu'il y ait une impulsion à partir de la base, que ce soit les femmes elles-mêmes qui portent le plaidoyer, que ce soit les femmes elles-mêmes qui font une sensibilisation d'abord au niveau communautaire, entre elles, parce que là, la communication passe mieux, que ce soit elles-mêmes qui portent le combat, comme nous avons essayé de le faire, que ce soit leur voix qui soit portée et qu'elles essayent de s'organiser entre elles pour voir quelle stratégie mettre en œuvre, parce qu'on pourrait avoir une première dame ou bien les dames des élus, mais dans ce cas-là, ce serait plus par rapport à leur image qu'elles pourraient peut-être s'intéresser à ça. Mais pour nous, le véritable changement viendrait du bas par les femmes elles-mêmes. Absolument. Merci beaucoup pour cette précision. Mariam, j'ai encore une question pour Aruna, qui vient de notre collègue Célestin Compaoré. Quel est le lien entre les acquis au niveau du PNA-PF et le dossier d'investissement du Burkina sur le GFF, le mécanisme de financement mondial? Okay. Ensuite, il y a une autre question qui vient de Valérie Chistiane du Cameroun. Y a-t-il une politique de gratuité des services de contraception pour les jeunes? Si oui, quelle tranche d'âge est concernée par cette gratuité? Aruna? Oui, je suis là. Ok, merci pour toutes ces questions. Et comme d'habitude, on a l'habitude de dire que un plaidoyer, après un plaidoyer, fait suite à un autre plaidoyer. Et dans le cadre de la mise en œuvre vraiment des activités de plaidoyer pour la participation des jeunes dans le PNAPF, et à la suite, nous avons travaillé encore à remobiliser les mêmes personnes et les mêmes jeunes pour qu'ils puissent vraiment prendre activement à l'élaboration du dossier d'investissement et aussi concevoir aussi une stratégie de participation avec les jeunes
pour que les besoins puissent en tout cas puissent passer dans les dossiers d'investissement. Actuellement, un certain nombre de besoins des jeunes, en tout cas, ont été très bien pris en compte dans les dossiers d'investissement. Et actuellement, nous sommes en train de travailler pour faire le suivi et la redevabilité de la mise en œuvre du dossier d'investissement. Et l'autre question sur la gratuité PF. Et à ce niveau, la gratuité prend en compte parce que ça prend en compte toutes les jeunes, tous les jeunes filles, jeunes femmes, et toutes celles qui sont en âge de procréer. Et donc, c'est sans vraiment discrimination. Toutes celles qui sont en âge de procréer, en tout cas, sont bénéficiaires de cette gratuité qui va commencer à partir du 1er juin. Merci beaucoup, Aruna. Mathis, il y avait une autre question sur les questions de suivi et de redevabilité et sur les questions du budget. Au niveau du Burkina, nous avons un comité multi-acteurs qui, en tout cas, qui est chargé vraiment du suivi et du budget alloué pour la planification familiale. C'est un comité qui est composé des groupes techniques qui regorgent pas mal d'organisations de la société civile travaillant pour la promotion de la planification familiale. Il y a aussi les spécialistes budget comme SERA-FP et aussi avec le partenariat pour un gouvernement ouvert et pour que l'ensemble des données qui sont issues de la planification familiale puissent être plus transparents et accessibles. Et à l'heure actuelle, nous avons pu traquer le budget sur la planification familiale. On connaît le montant alloué pour l'exercice 2018. Et aussi, on connaît aussi les dépenses aussi qui ont été effectuées aussi au cours. Mais tout ça, c'est à travers des outils que nous avons mis en place pour pouvoir traquer le budget. Merci beaucoup, Aruna. Les questions continuent de tomber. Je ne sais pas si on aura l'occasion de répondre à toutes, mais en tout cas, merci beaucoup pour l'intérêt. Si on n'arrive pas, vous pouvez toujours envoyer vos réponses par email et nous ferons un plaisir d'y répondre. Je pense que beaucoup de ces questions peuvent être répondues par les intervenants eux-mêmes. Donc, je vous rejoins vraiment à essayer de partager et d'aller sur les sites des ressources qui ont été partagées dans les diapos. Cette présentation vous sera bien sûr disponible et vous pourrez accéder à certaines des présentations, des documents de capitalisation et également au suivi des différentes actions qui ont été proposées. La question encore qui est pour... il y a une question encore pour Aruna. Elle rejoint un peu la question à laquelle vous venez de répondre. C'est est-ce que l'accès des adolescentes et jeunes aux produits et services contraceptifs est effectif au Burkina? Je pense que la réponse est oui. Maintenant, effective dans la totalité des régions, peut-être pas. Aruna, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, actuellement, c'est comme on le dit, actuellement, il y a pas mal d'initiatives pour faciliter l'accès des jeunes aux services de contraception. Et c'est comme on a dit, au début, c'était le montant qui était alloué pour, en tout cas, les 1,3 milliard qui étaient alloués. Mais actuellement, la tendance, c'est vraiment, à partir du 1er juin, là, ça va être des produits qui vont être accessibles. C'est-à-dire que tous les jeunes auront accès vraiment aux produits contraceptifs et avec le dispositif vraiment de la gratuité. Merci beaucoup, Aruna, pour ces éclaircissements. La dernière question que je vais poser à Amadou, c'est une question très intéressante. C'est par rapport au contexte sociopolitique difficile. Est-ce que cette question vient de Madame de Sorette Rigaudom. Elle aimerait savoir si dans un contexte sociopolitique difficile, comment agir pour apporter des changements sans chercher à impliquer le gouvernement. Amadou? Ah ouais, cette question, elle me semble Amadou, extrêmement difficile. Vous avez une minute.
Amadou, tu as 1 minute pour répondre à la question. On doit fermer. D'accord. Sans connaître l'environnement dans lequel se place madame, je sais que les changements, c'est les gouvernements qui peuvent les impulser. C'est les gouvernements que nous avons élus et dont la mission est de prendre en charge l'intérêt des populations. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est un plaidoyer pour dire nous voulons telle chose et cette chose-là, on ne le voit pas dans les politiques publiques. Maintenant, selon le pays, selon le niveau d'engagement citoyen, selon l'ouverture des décideurs aux propositions que font la société civile, selon ces différents indicateurs-là, il est possible de savoir jusqu'où on peut aller, que pouvons-nous pousser, ainsi de suite. Je dois dire qu'au Sénégal, même si c'est difficile, nous avons une oreille attentive des décideurs sur ces questions-là. Mais une chose que j'ai apprise, c'est que dans beaucoup de pays, le gouvernement peut ne pas être réceptif et alors c'est là qu'il faut penser à développer des alliances stratégiques avec les partenaires techniques et financiers. De telle sorte que ceux-là... Pardon? Merci. En fait, je voulais on a malheureusement plus de temps. On nous demande parce qu'il y a un autre webinaire qui va être présenté. Demain. Oui, donc je voulais juste, avant de terminer, apporter 2 commentaires, 2 réponses à des commentaires qui ont été posés. C'est par rapport à publier ces informations sur des forums pour que les femmes participent plus. Ça, c'est quelque chose qui va être fait. Et donc, c'est sûr qu'on s'assurera que beaucoup plus de femmes participent à ces éléments-là. On a également Ghislaine Tchokwatou du Cameroun qui dit que la pierre angulaire, et je pense que ça, c'est quelque chose avec lequel je vais fermer. La pierre angulaire, c'est la redevabilité. Ce que j'aimerais justement, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est quelque chose qui est ressorti de la plupart de nos participants. C'est vraiment que le plaidoyer se fasse dès la base en incluant, bien entendu, les communautés, en incluant, on a parlé des marraines de quartier, on a parlé des associations, comment on appelle ça, des agents de santé communautaire, on a parlé des jeunes, la place des jeunes devient de plus en plus critique, on a également parlé de l'inclusion non seulement des soins de santé primaire, mais de tout cet aspect de communautaire qui est essentiel si on veut pousser le plaidoyer tout en haut. Et bien entendu, implication des communautés, mais on est obligé de travailler avec l'État parce que c'est l'État qui fait les politiques, c'est l'État qui décide des politiques, bien entendu avec les communautés, avec les participants, mais sans les États, on ne peut pas avancer. J'aimerais juste avant de clôturer, vous parler des sessions satellites que Women Deliver organise. Comme vous le savez tous, Women Deliver organise des sessions satellites en prélude à la conférence Women Deliver dont j'ai parlé au début. Donc, ces sessions satellites sont des sessions qui nous permettent de participer d'une manière ou d'une autre à la conférence. Et ça nous permet, à travers des tables rondes, à travers des réunions, de parler, de participer au dialogue, en suscitant un dialogue mondial, en amplifiant notre voix, celle de notre organisation et d'autres individus qui travaillent autour de la question des droits de l'enfant, des droits, des filles, des femmes. Et ces organisations peuvent être des ONG, ça peut être des particuliers, des universités, des institutions multilatérales ou des entreprises. Et ça se fait en collaboration, bien sûr, avec Women Deliver. Et les formats peuvent être vraiment flexibles. Ça peut être fait à travers des tables rondes, ça peut être fait à travers de projections de films. On en a parlé avec Wati tout à l'heure. Ils ont fait monter le dialogue jusqu'au FESPACO. Ça peut être fait à travers des réceptions, des soirées de visionnage de la conférence Women Deliver.
Et ça peut être petit comme un dîner, ça peut être aussi grand que d'avoir un festival de 5000 personnes ou autour de déjeuners discussions. Wati organise ce genre de débat pour parler vraiment de la question centrale des droits des femmes et des filles et d'amener ça au plus haut niveau. Si vous avez prévu d'organiser ça, votre événement sera présenté sur la page web de l'événement satellite de Women Deliver. Vous allez recevoir une boîte à outils qui vous permettra d'avoir des idées sur comment faire la publicité, d'avoir des partenariats, d'utiliser le logo de Women Deliver avec le hashtag #WD 2019 et d'autres outils de réseaux sociaux. Ce sont des éléments que nous pourrons partager avec vous. En tout cas, si vous avez des questions à poser, vous pouvez nous envoyer ça et nous serons avec plaisir. Women Deliver sera privilégié de travailler avec vous. Je sais que, comme dit Célestin, Pathfinder travaille déjà à travers son organisation. Ils organisent un événement satellite. Beaucoup d'organisations organisent ça. Si vous avez envie de travailler là-dessus, vous pouvez contacter l'équipe de Women Deliver pour organiser ces sessions satellites. En tout cas, merci, un grand merci à nos intervenants qui ont partagé leur expérience, leur projet. J'espère que ça vous a plu. Nous avons une enquête juste après la clôture de notre webinaire qui vous permettra de répondre à 2-3 questions sur est-ce que ce webinaire a été intéressant, est-ce qu'il vous a apporté quelque chose et comment on peut faire pour continuer le débat et la dialogue. En tout cas, merci encore à tous, aux participants, merci aux intervenants et à très bientôt dans 2 semaines, le 13 ou le 14, pour le webinaire sur les coalitions. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Merci, au revoir. Au revoir.